Tout de suite, la parole aux auditeurs. Vous avez la parole au 39 21. Europe 1, 8h37. Et la première à vous appeler Nicolas Hulot, c'est Camille, 30 ans, qui n'a pas de profession et qui nous appelle de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Camille qui est un garçon. Bonjour Camille, pardon. Tout à fait, le premier donc. Bonjour, voilà, moi la question que je me posais c'était par rapport au fait que vous ayez déclaré, Monsieur Hulot, que vous ne souhaitiez pas être candidat. Du coup je me demandais si c'était, est-ce que vous doutez de votre légitimité pour pouvoir être candidat, pour pouvoir être un homme d'État, ou est-ce que finalement vous vous complaisez un petit peu dans votre rôle aujourd'hui d'agitateur d'idées? Bon, si déjà j'y participe, c'est déjà pas mal. Vous savez, il faut pas... faut pas se prendre plus au sérieux qu'on ne l'est. Que je doute, j'espère que je doute. Je veux dire que c'est pas rien. Je veux dire de tout d'un coup de se déclarer. Voilà. La légitimité, je me pose aussi la question qui je représente, qu'est-ce que je représente. La seule légitimité que j'ai, c'est que je suis certain de porter des réflexions, des sujets qui sont fondamentaux et que d'autres ne porteront pas. Mais voilà, est-ce que la société civile a besoin que quelqu'un incarne, fasse jaillir, mettre en lumière des sujets fondamentaux? Oui, je me pose des questions. Mais si vous ne vous les posez pas avant, après c'est trop tard. Donc je pense oui, effectivement, qu'il y a une période de doute qui est nécessaire. Mais le doute n'est pas forcément... Le doute, la réflexion, le débat. Voilà, le doute n'est pas castrateur. Hein. Une question de Franck sur Europe1.fr. Puisque vous n'avez pas envie d'être candidat, pouvez-vous soutenir ou pourriez-vous soutenir Alain Juppé s'il souscrivait à vos propositions ? C'est trop tôt pour répondre à ça. Voilà, la question elle est vraiment beaucoup trop tôt. Encore une fois, moi, Mais vous vous engagerez derrière un candidat si c'est pas vous et s'il n'y a pas ce candidat de la société civile que vous appelez de vos voeux? En tout cas, dans le panel des candidats aujourd'hui, pour l'instant, j'ai rien vu d'émerger. Encore une fois, si c'est simplement au dernier moment un candidat qui, pour essayer de remporter vaille que vaille l'élection, va se rallier à tous ces sujets-là. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est déjà, qui émerge déjà au moment où l'on réfléchit. Sébastien, 38 ans, c'est un petit producteur de lait, de céréales et de foin qui s'appelle de Souville en Isère. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour Monsieur Hulot. Il vous écoute, Nicolas Hulot. Oui, donc moi je voulais savoir un petit peu votre position par rapport à la L214, parce que qui fait donc bien entendu des reportages. J'ai vu un peu. C'est l'association qui tourne les images en caméra cachée dans les abattoirs, L214. Oui, également. Et puis j'ai vu il y a un peu l'émission qu'avait fait François-Olivier Gisberg avec cette association. Et certes, ils dénoncent des réalités, mais ils font aussi d'énormes raccourcis sur des choses qui sont totalement fausses. Alors, quelle était un peu votre position par rapport à cette association? En gros, vous nous dites qu'ils font du mal à vos métiers, c'est ça, Sébastien? Oui, ils font vraiment un tort phénoménal, mais sur des choses en plus en partie fausses. Je ne sais pas tout ce qu'ils dénoncent. Moi, je suis comme chacun, j'ai vu les images qui circulent en boucle. Celles-là, évidemment, elles ne peuvent pas nous laisser indifférents. De là à faire des amalgames, c'est-à-dire à dire que toute la profession est soumise à ce type de pratique, évidemment, il faut être très, très, très prudent. Mais ce qu'ils dénoncent là, encore une fois, il n'y a aucun état d'âme à avoir. Et je pense que la profession, d'ailleurs, elle-même se grandirait, et je pense que c'est déjà le cas, à se désolidariser sans aucun doute sur ces pratiques-là. Petite question de Farid sur Europe1.fr. Euro de foot, faut-il le maintenir? Bah, ça c'est clair au moins. C'est dans le contexte qu'on connaît évidemment. C'est une vraie question. Voilà le genre de question auquel si j'étais aux responsabilités, j'aurais du mal à répondre, mais à trancher, parce que d'un côté, il faut que la vie continue. De l'autre côté, on peut comprendre que ça soigne la tentation pour certains terroristes d'utiliser ce type d'événement. Quand on voit le coût de la sécurité, je pense que là, il faut laisser la réponse à ceux qui ont les renseignements. Quand le gouvernement a décidé d'interdire la marche pour le climat, j'étais au cœur du dispositif. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, le gouvernement avait en sa possession des éléments qui étaient tout à fait rationnels pour l'interdire. Donc faire confiance à ceux qui savent, aux experts, oui, aux spécialistes. Honnêtement, je pense que c'est une affaire de spécialistes. Faut-il maintenir l'euro avec ou sans Benzema? Là, je prends un risque, je sais que vous n'êtes pas très foot, mais... Je le suis devenu par la force des choses, parce que mon aîné est passionné de foot, et il a réussi à me réconcilier avec le foot. Je fais abstraction de tout ce qu'il y a de nocif dans le foot pour ne rester que dans l'appréciation du jeu. Bon, alors avec ou sans Benzema, l'euro? Bon, c'est pareil, franchement, c'est pas à moi de le dire. Voilà. Bon, il veut bien être président de la République, mais pas ministre des Sports, Nicolas Hulot. On prend Philippe à présent, qui a 60 ans et qui est chef d'entreprise, qui s'appelle de Paris. Bonjour Philippe. Bonjour, alors d'abord, pas 60 mais 50. Oh, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Petite question très très rapide.
vous nous parlez des éoliennes, du solaire, sauf que vous oubliez 2 détails. D'abord, le premier, c'est que c'est les factures des Français qui payent une subvention à des pays étrangers qui fabriquent pour installer en France. Donc, je suis surpris que personne n'en parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les éoliennes sont fabriquées en Allemagne, en Espagne et en Suède, mais certainement pas en France. Première chose. Or, c'est les Français qui payent ça. La deuxième chose, le solaire est fabriqué, lui, en Chine, principalement, et donc le coût écologique de tout ça est dramatique. Je ne suis pas un écologiste, je ne le serai jamais parce que j'estime qu'on ne peut pas parler avec des gens qui refusent la discussion, mais je trouve que vous oubliez un peu vite ce type de détails. Ça n'apporte pas grand-chose à notre économie. Attendez, l'équivalent du déficit de notre balance commerciale, c'est l'équivalent de nos importations en énergie fossile. Le jour où on arrivera à s'affranchir des énergies fossiles, l'argent qu'on met à l'extérieur, on pourra le réinjecter dans le social, dans l'éducation ou dans la santé. Si on avait anticipé sur la transition énergétique, probablement que cette transition qui était incontournable profiterait plus à l'économie française. De là à dire que l'ensemble des technologies basées sur les énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique, parce que c'est les 2 bras armés de la transition énergétique, ne profitent qu'aux Chinois, très sincèrement, c'est un raccourci. Si vous prenez ce dont le nucléaire a bénéficié pendant des années en termes d'avantages et de subventions, ce dont les énergies fossiles bénéficient encore en termes d'exonération. Si vous prenez ce qu'on appelle les externalités négatives de l'utilisation des énergies fossiles, croyez-moi, il y aura très rapidement un avantage compétitif, 1 à l'efficacité énergétique, c'est-à-dire à la baisse de notre consommation et de notre production, 2 aux énergies renouvelables, mais à la France aussi, de favoriser la créativité et l'innovation, notamment dans les PME, qui sont en pointe sur la transition énergétique, mais il faut leur donner, encore une fois, des incitations, des avantages et les aider dans les financements. Le coup de pouce indispensable aux PME dont nous parle Nicolas Hulot. 2 questions rapidement pour finir. D'abord un tweet parce qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet. Les étudiants se mobilisent demain contre la loi El Khomri. Que pensez-vous de cette loi El Khomri ? Est-ce que c'est une bonne loi ou est-ce que les jeunes ont raison de se mobiliser contre cette loi El Khomri ? Je pense que je comprends la réaction parce que ça paraît étrange que l'on dise que pour favoriser l'emploi, il va falloir favoriser les licenciements. Donc dans cette perspective-là, je peux comprendre que ça suscite des inquiétudes. De là à dire que cette loi va nous faire retourner à une forme d'esclavage, il y a peut-être un peu d'exagération des 2 côtés. C'est simplement symptomatique de notre inaptitude à la réforme et d'une plus grande promptitude à la révolte dans notre pays. Je pense qu'il faut s'interroger sur cela. Pourquoi est-ce que, quelle que soit la réforme que l'on propose, c'est toujours dans une situation de crise majeure. Ça veut dire probablement qu'il faut faire les choses différemment en amont et que les consultations démarrent bien avant d'imposer par le haut un certain nombre de pistes de réflexion. Donc, question de méthode. Dernière question, par oui ou par non ? C'est une question que vous pose Manuel de Vaux-Allan dans l'Essonne. J'ai vu que M. Hulot voulait passer son permis de chasse. Je trouve ça limite pour un écologiste. Alors, est-ce que c'est vrai ? C'est bien, je découvre ça. Ah, c'est pas vrai alors ? Non, mais ça, c'est quand même dingue. C'est que on ne prête qu'aux riches, vous me direz. Je connaissais quelques rumeurs, mais alors celle-là, je la découvre. Je pense que mes copains doivent être morts de rire. Merci beaucoup Nicolas Hulot et merci à vous chers auditeurs. Vous restez avec nous Nicolas Hulot puisque c'est Nicolas Canteloup qui arrive à présent en direct pour la revue de presse.